Août 2009. Cleveland, Ohio. Imperial Avenue. Une rue résidentielle ordinaire dans le quartier de Mount Pleasant. Les agents des services techniques refusent de travailler dans cette zone. L'équipe devait réparer la conduite d'eau, mais les gens ne peuvent tout simplement pas y rester. L'odeur est trop forte. Certains ont la nausée, d'autres ont le vertige. Le contremaître écrit qu'il est impossible de travailler dans de telles conditions. Et ce n'est pas la première plainte. Les appels affluent depuis 2 ans, depuis l'été 2007. Les résidents répètent la même chose, il y a une odeur constante de décomposition dans la rue. En hiver, c'est supportable. En été, par temps chaud, cela devient insupportable. Les autorités municipales donnent chaque fois la même réponse. Première version, des émanations d'une usine de saucisses dans le quartier voisin. Deuxième, une canalisation d'égout a éclaté quelque part. Troisième, un grand animal est mort sur les terrains. Seulement, personne ne vérifie. Les plaintes sont enregistrées et oubliées. Dès l'été 2008, les gens commencent à fermer leurs fenêtres, même par une chaleur de 30 degrés. Ils mettent la climatisation à fond. Ils achètent des désodorisants. Une des résidentes met chaque soir des bougies parfumées au bois de santal sur son porche. Cela ne sert à rien. À l'été 2009, la patience s'épuise. Un des voisins appelle les informations locales. Il dit que les autorités ignorent le problème depuis 2 ans, que les gens ne peuvent pas vivre normalement. La chaîne de télévision envoie une équipe de tournage, le 28 juillet vers 3 heures de l'après-midi. La chaleur avoisine les 30 degrés. Le journaliste et le caméraman sortent de la voiture et comprennent immédiatement que les habitants n'exagéraient pas. Le caméraman racontera plus tard qu'il avait travaillé à la télévision pendant 8 ans, filmant toutes sortes de choses, des décharges, des stations d'épuration, des incendies. Mais il n'avait jamais rencontré une telle odeur. Douceâtre, lourde, elle s'imprègne instantanément dans les vêtements. La caméra filme la rue. Des maisons ordinaires, des pelouses, des voitures garées. Rien d'inhabituel. Ils interviewent plusieurs habitants, tous parlent de l'odeur qui est apparue il y a 2 ans et qui est devenue progressivement plus forte. Puis, l'équipe de tournage commence à descendre la rue. Et il devient clair, la source est localisée. Une maison spécifique, le numéro 12205. Une structure à 2 étages avec un revêtement gris. Toutes les fenêtres sont hermétiquement fermées, les stores baissés. Sur les vitres, à l'intérieur, un kissu quelconque, une isolation complète. Le porche est jonché d'ordures. La boîte aux lettres déborde. L'herbe est à la taille, non coupée depuis des mois. Le caméraman prend quelques clichés. Le journaliste essaie de s'approcher de la porte, mais l'odeur s'intensifie tellement qu'il doit reculer. Les voisins racontent qu'un homme y vit, solitaire. Personne ne connaît son nom. On le voit rarement, généralement tard le soir. Il sort, monte dans sa voiture, part quelque part. Il ne parle pas aux gens, ne répond pas aux salutations. Une des femmes ajoute un détail. Il y a environ 1 an, elle l'a vu enterrer quelque chose dans l'arrière-cour, tard le soir, dans l'obscurité. Elle a pensé qu'il s'occupait du jardin ou réparait quelque chose. Elle n'y a pas prêté attention. La chaîne de télévision diffuse le reportage le 29 juillet. 3 minutes à l'antenne. Il montre des interviews, des plans généraux. La maison numéro 12205. Titre : Les habitants se plaignent d'une odeur depuis 2 ans, les autorités restent inactives. L'administration municipale répond de manière standard. Toutes les plaintes sont enregistrées, en cours d'examen, une vérification sera effectuée prochainement. Rien ne se passe. 1 semaine, 2 s'écoulent. La maison reste avec ses fenêtres fermées, l'odeur persiste. Les gens continuent de vivre dans ces conditions. Et à l'intérieur, sur les 2 étages et au sous-sol, gisent les restes de 11 femmes. Certaines y sont depuis plus d'1 an, d'autres depuis plusieurs mois. Et 2 mois plus tard, il se passera quelque chose qui forcera la police à enfin prêter attention à cette maison. Parce qu'une femme, qui y sera traînée fin octobre, réussira à s'échapper. Et alors tout changera. L'homme qui vit dans la maison numéro 12205 s'appelle Anthony Sowell. 50 ans, afro-américain, ancien marine des États-Unis. Les voisins le connaissent, pas intimement, mais ils le connaissent. Ce type peu sociable, qui vit seul dans une maison à 2 étages.
La maison lui est revenue de sa belle-mère décédée en 2005. Après son décès, Anthony s'y est installé et y vit seul. Physiquement, un homme ordinaire. De taille moyenne, de forte corpulence, il porte des vêtements simples, jeans, t-shirts, parfois des vestes de travail. Les cheveux courts, pas de moustache ni de barbe. Son visage affiche souvent une expression neutre, presque sans émotion. Avec les voisins, il se comporte calmement, ne se dispute pas. S'il se croise dans la cour ou dans la rue, il peut hocher la tête, parfois même saluer. Sa voix est basse, son discours lent. Mais les conversations ne durent pas longtemps. Anthony prend rapidement congé et s'en va. Pamela Walker, qui vit en face, se souvient de plusieurs incidents. Un jour, à l'été 2008, Anthony a organisé un barbecue dans l'arrière-cour. Il a invité quelques voisins, il a fait griller des saucisses et du poulet, a proposé de la bière. Il était poli, a même souri quelquefois. Les gens sont venus, ont mangé, ont remercié et sont partis. Un événement de voisinage ordinaire. Une autre voisine a raconté qu'en hiver 2007, sa voiture était tombée en panne juste devant son allée. Anthony est sorti de chez lui, a proposé son aide. Il a apporté des outils, a regardé sous le capot, a serré quelque chose. La voiture a démarré. La femme a voulu le payer, il a refusé. Il a simplement agité la main et est rentré chez lui. En d'autres termes, aucun signe avant-coureur. Un voisin tranquille qui reste à l'écart mais ne crée pas de problème. Des dizaines de personnes comme ça dans n'importe quel quartier. Anthony a un emploi, plus précisément un travail d'appoint. Il ramasse de la ferraille, de vieux tuyaux, des pièces de voiture, des appareils cassés. Il parcourt les environs dans sa Chevrolet orange, chargeant dans le coffre et sur la banquette arrière tout ce qu'il trouve. Ensuite, il le dépose à un centre de recyclage de métaux sur Claire Avenue. Les employés du centre le connaissent. Il vient régulièrement, une fois par semaine, parfois plus souvent. Il n'apporte pas beaucoup, une 50aine de kilos, parfois 100. Il reçoit de l'argent liquide, remercie et repart. Aucune bizarrerie. Un client ordinaire. Anthony reçoit également une pension d'invalidité. Après son service dans les Marines, il a eu des problèmes de santé. Les documents ont été établis dans les années 90. L'argent arrive régulièrement. Cela suffit pour la nourriture, les charges, l'essence. On le voit parfois au magasin du coin. Il achète des choses simples, pain, conserves, cigarettes, alcool bon marché. Généralement des spiritueux, whisky ou vodka. Il paie en espèces. Il ne parle presque pas au caissier. Il prend le reçu, met ses achats dans un sac et part. Un des caissiers se souvient, Anthony a toujours été poli. Il n'était pas grossier, ne discutait pas les prix, ne créait pas de problèmes. Un client tout à fait ordinaire. Des centaines de personnes comme lui passent par le magasin. Au bar à l'angle d'Imperial Avenue et de la 123e rue, Anthony apparaît aussi. Pas tous les jours, mais régulièrement. Il vient le soir, commande une bière ou un whisky, s'assied dans un coin. Il boit lentement, généralement seul. Parfois, il parle au barman, de la météo, du sport, de rien de spécifique. Le barman se souvient, Anthony ne s'est jamais saoulé au point de perdre connaissance. Il buvait 2 ou 3 verres et partait. Pas de bagarre, pas de scandale. Un client tranquille qui ne se fait pas remarquer. Autrement dit, le tableau est simple. Un homme solitaire d'une 50aine d'années, ancien militaire. Vit de ses allocations et de son travail d'appoint. Ne communique pas beaucoup, mais ne crée pas de problème. Un représentant typique de la classe ouvrière de Cleveland, comme il y en a des milliers. Seulement, il y a un détail que la plupart des voisins ignorent. Dans la base de données du département de police de Cleveland, Anthony Sowell est répertorié comme un délinquant sexuel enregistré. Ce statut lui a été attribué en 2005, après sa libération de prison. En 1989, Anthony a été arrêté pour agression contre une femme. Les détails de l'affaire sont simples. Il l'a rencontrée dans un bar, l'a invitée chez lui, la femme a accepté, ils ont bu ensemble. Puis Anthony l'a ligotée, battue, et a commis des actes de violence. La femme a réussi à se libérer et à s'échapper. Elle a appelé la police. Anthony a été arrêté le lendemain.
L'affaire a été portée devant les tribunaux, il a écopé de 15 ans de prison. Il a purgé la quasi-totalité de sa peine. Il a été libéré en 2005. Selon la loi de l'Ohio, il est tenu de se présenter régulièrement au poste de police, de fournir une adresse à jour, de confirmer son lieu de résidence. C'est une procédure standard pour les personnes ayant ce statut. Anthony respecte les exigences. Il se rend au poste tous les quelques mois. Il remplit les papiers, appose sa signature et s'en va. L'officier qui gère son dossier note « Aucune infraction, tout est en ordre ». La base de données des délinquants sexuels de l'Ohio est publique. N'importe qui peut se rendre sur le site, entrer une adresse et voir qui vit dans le quartier. Photos, nom, adresse, chef d'accusation, tout est accessible. Mais la plupart des gens ne vérifient pas ces bases de données. Les voisins d'Imperial Avenue n'ont aucune idée de qui vit dans la maison numéro 12205. Ils voient un homme tranquille, qui ne crée pas de problème. Et l'odeur qui règne dans la rue depuis 2 ans, personne ne la relie directement à cette maison. Ils pensent à l'usine, aux égouts, aux animaux. Et Anthony continue de vivre sa vie. Il ramasse de la ferraille, va au magasin, passe parfois au bar, se présente à la police. Tout semble normal. Et pendant ce temps, dans sa maison, derrière les fenêtres fermées et les stores baissés, gisent déjà les restes de plusieurs femmes. Elles y sont depuis des mois. Certaines au sous-sol. Certaines au premier étage. Certaines sont enterrées dans l'arrière-cour, là où Anthony a organisé un barbecue à l'été 2008. Et personne ne sait rien, parce que extérieurement, tout semble absolument ordinaire. Dans le quartier de Mount Pleasant, où vit Anthony Sowell, il existe une certaine catégorie de femmes. Toxicomanes, prostituées, vivant dans la rue ou dans des appartements bon marché. La plupart sont des Afro-Américaines âgées de 30 à 50 ans. C'est une réalité sociale des anciens quartiers industriels de Cleveland. Les usines ont fermé, il n'y a pas de travail, le quartier se dégrade. Certains sombrent dans l'alcoolisme, d'autres consomment du crack ou de l'héroïne. Les femmes sortent dans la rue pour gagner de quoi se payer une dose. Imperial Avenue et les rues avoisinantes, un endroit connu. On peut tout y trouver. La drogue se vend directement au coin des rues. Des femmes se tiennent près des magasins ou des stations-service. La police le sait, mais les ressources sont insuffisantes pour un contrôle constant. Et entre 2007 et 2009, plusieurs femmes disparaissent de ce quartier. La première, Crystal Dozier, 38 ans, vue pour la dernière fois en mai 2007. Crystal connaissait les dealers locaux. Elle achetait régulièrement du crack. Elle passait parfois la nuit chez des connaissances, parfois dans la rue. Elle n'avait pas de domicile fixe. Sa sœur, Rose Dozier, se souvient de leur dernière conversation. Crystal a appelé, a dit qu'elle allait bien, qu'elle passerait bientôt. Elle n'a plus jamais appelé. Rose a essayé de la chercher, a contacté toutes leurs connaissances communes. Personne ne savait rien. Crystal avait simplement disparu. Rose n'a déposé une plainte à la police que 3 semaines plus tard. Elle a expliqué ensuite qu'elle pensait que sa sœur était simplement partie quelque part ou avait été hospitalisée. Cela lui était déjà arrivé. Crystal pouvait disparaître pendant 1 semaine ou 2, puis réapparaître. La deuxième, Tishana Culpepper, 31 ans, disparue en juin 2008. Tishana était aussi toxicomane. Elle vivait dans un refuge sur Sinclair Avenue. Chaque jour, elle sortait dans la rue, cherchait de l'argent pour une dose. Elle a été vue pour la dernière fois par son amie, Latonia Hope. Elles se tenaient ensemble près du magasin à l'angle d'Imperial Avenue, vers 22 heures. Tishana a dit qu'elle avait trouvé un client et est partie. Latonia ne l'a plus jamais revue. Personne n'a déposé de plainte. Les proches de Tishana vivaient dans un autre état. Ils ne savaient pas qu'elle avait disparu. Au refuge, son absence a été notée, mais aucune déclaration n'a été faite. Les gens partent souvent et ne reviennent pas. La troisième, Leshanda Long, 25 ans, disparue en août 2008, la plus jeune de toutes. Leshanda a commencé à consommer des drogues dès l'école. À 25 ans, elle était déjà profondément dépendante.
Elle vivait chez sa mère, mais partait souvent pour plusieurs jours. Sa mère, Donna Long, a raconté qu'elle avait vu sa fille pour la dernière fois le 19 août. Leshanda est rentrée chez elle, s'est changée, a mangé quelque chose. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt. Elle n'est pas revenue. Donna a attendu 2 jours, puis elle est allée à la police. Elle a déposé une plainte. L'officier a noté les informations, a promis de vérifier, mais rien ne s'est réellement passé. Leshanda était officiellement recherché, mais aucune recherche active n'a été faite. La 4e, Michelle Mason, 45 ans, disparue en octobre 2008. Michelle travaillait comme serveuse, mais a perdu son emploi à cause de l'alcoolisme. Elle a commencé à boire encore plus. Puis, elle est devenue accro au crack. Elle a fini dans la rue. Sa fille, Janelle Mason, a parlé à sa mère pour la dernière fois au téléphone le 8 octobre. Michelle a dit qu'elle allait bien, qu'elle avait trouvé un emploi temporaire. Janelle était contente, mais il n'y a plus eu d'appel. 1 semaine plus tard, Janelle a commencé à s'inquiéter. Elle a appelé toutes les personnes qu'elle connaissait. Personne n'avait vu Michelle. Elle a déposé une plainte à la police le 20 octobre. Près de 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa disparition. La 5e, Kim Smith, 44 ans. Disparue en janvier 2009. Kim était une prostituée expérimentée. Elle travaillait dans le quartier d'Imperial Avenue depuis plus de 10 ans. Les habitants la connaissaient. Elle a été vue pour la dernière fois près du bar de la 123e rue. Soirée du 6 janvier. Kim parlait à un homme près d'une Chevrolet orange. Un des témoins dira plus tard à la police, l'homme était afro-américain, de taille moyenne, portant une veste sombre. Ils ont parlé de quelque chose, puis Kim est montée dans la voiture. La Chevrolet est partie. La sœur de Kim a déposé une plainte de disparition 1 mois plus tard. Elle a expliqué qu'elle pensait que sa sœur était partie dans une autre ville. Cela était déjà arrivé auparavant. Il y a d'autres cas, des femmes qui ont disparu pendant cette période. Toutes ne venaient pas du quartier de Mount Pleasant, mais toutes vivaient dans des conditions similaires. Toxicomanes, sans domicile fixe, elles se prostituaient. Et voici ce qui est intéressant. Plusieurs témoins se souviendront plus tard de détails. Une des femmes a vu Tishana Culpepper entrer dans une maison sur Imperial Avenue. Une maison grise à 2 étages. C'était en juin 2008, le soir. La témoin n'a pas retenu le numéro exact de la maison, mais la description correspondait à celle d'Anthony Sowell. Un autre témoin, un homme qui vivait non loin de là, a vu Leshanda Long parler à quelqu'un près de la même maison. Août 2008. Il se tenait sur le porche, parlant de quelque chose. Puis Leshanda est entrée. Le témoin n'y a pas prêté attention, il a pensé qu'elle était une connaissance du propriétaire. 3e cas. Une femme, elle-même prostituée, a raconté qu'en septembre 2008, un homme l'avait abordée. Il lui a proposé de l'accompagner chez lui. Il a donné l'adresse, Imperial Avenue. Elle a accepté, est allée avec lui. Mais quand ils sont arrivés devant la maison, elle s'est sentie mal à l'aise. L'odeur était très forte. Elle a dit qu'elle avait changé d'avis et est partie. Plus tard, elle a appris que plusieurs femmes, qu'elle connaissait dans le quartier, avaient disparu à peu près à cette époque. Il y avait donc un lien. Des femmes disparaissaient. On les voyait sur Imperial Avenue, on les voyait près d'une maison spécifique. Certaines y entraient. Mais la police n'a rien remarqué, parce que les plaintes de disparition arrivaient tard, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard. Et pendant les premières 48 heures, lorsque les chances de retrouver une personne sont maximales, personne ne cherchait. Et c'est compréhensible, les familles de ces femmes étaient habituées à ce qu'elles disparaissent pendant un certain temps. Elles partaient quelques jours, puis réapparaissaient. La toxicomanie, la vie dans la rue, c'était une partie normale de leur existence. Les proches ne paniquaient pas immédiatement, et quand les plaintes étaient finalement déposées, elles étaient enregistrées formellement. Les femmes adultes, menant volontairement un mode de vie marginal, ce n'était pas une priorité pour la police. Les ressources manquaient. Les officiers notaient les informations, les saisissaient dans la base de données, promettaient de vérifier. Mais aucune recherche réelle n'était menée. Et les femmes continuaient de disparaître. Elles entraient dans la maison d'Imperial Avenue et n'en ressortaient pas.
Donna Mong ne lâche rien. Sa fille, Leshanda, a disparu en août 2008. Plusieurs semaines se sont déjà écoulées et la police ne fait rien. Donna se rend de nouveau au poste. Elle exige une rencontre avec un détective. Elle explique que sa fille n'avait jamais disparu aussi longtemps. Oui, elle avait des problèmes de drogue. Oui, elle partait parfois pour quelques jours, mais elle appelait toujours. Elle faisait toujours savoir qu'elle était vivante. Le détective l'écoute, il ouvre le dossier, il examine les notes. Leshanda Long, 25 ans. Vue pour la dernière fois le 19 août. Pas d'emploi officiel. Problème de drogue enregistré. Plusieurs arrestations pour possession. Le détective explique à Donna de telles personnes changent souvent de lieu de résidence, partent dans d'autres villes, se cachent des dettes, évitent certains problèmes. Peut-être que Leshanda fait exactement cela. Donna insiste. Elle dit qu'elle a vérifié toutes les connaissances de sa fille. Personne ne l'a vue. Elle dit que Leshanda n'avait aucune raison de partir. Elle demande que les recherches commencent. Le détective promet de faire des requêtes, vérifier les hôpitaux, les refuges, les arrestations dans d'autres comtés. Donna part avec espoir. 1 mois de plus s'écoule. Aucune nouvelle. Donna appelle le poste chaque semaine. On la transfère d'un officier à l'autre. Tous disent la même chose. L'affaire est en cours, il n'y a pas encore d'informations. Situation similaire avec d'autres familles. Janelle Mason, la fille de Michel, essaie également d'obtenir une enquête. Elle se rend au poste, demande une rencontre. On lui répond de la même manière. La mère est une femme adulte, mène un mode de vie marginal, est probablement partie volontairement. Janelle essaie d'expliquer. Sa mère n'aurait pas simplement disparu. Elle a une fille. Elle a des petits-enfants. Elle appelait régulièrement malgré tous les problèmes. Les détectives hochent la tête, prennent des notes, promettent de vérifier. Rose Dosier, la sœur de Crystal, cherche des informations depuis plus d'1 an. Crystal a disparu en mai 2007. Rose a appelé tous les hôpitaux de Cleveland et des environs. Elle a vérifié les prisons, les morgues, les refuges pour sans-abri. Rien. Elle se rend à la police encore et encore. Elle demande à rouvrir le dossier. Elle demande de vérifier les trafiquants de drogue avec lesquels Crystal était en contact. Elle demande d'interroger les gens du quartier où elle a été vue pour la dernière fois. Les officiers haussent les épaules. Ils disent « Nous comprenons votre inquiétude, mais nos ressources sont limitées. Les adultes ont le droit de disparaître. S'il n'y a pas de signe de crime, nous ne pouvons pas mener une enquête à grande échelle. » Et voici le problème. Dans le système de police de Cleveland, les personnes disparues sont classées par catégorie. Il y a les affaires prioritaires, mineurs, personnes âgées atteintes de démence, personnes dont la vie est menacée. Et il y a les cas de faible priorité. Les adultes ayant des antécédents de toxicomanie, de prostitution, de vagabondage. Ces personnes changent souvent de lieu de résidence, de leur propre gré. Le système en tient compte. Lorsqu'une plainte de disparition d'une telle personne est déposée, le dossier est enregistré mais ne fait pas l'objet d'une enquête active. L'officier saisit les données dans la base, passe quelques appels aux hôpitaux et aux refuges, et c'est tout. Si aucune information n'apparaît, le dossier reste simplement ouvert. Et personne ne regarde la situation dans son ensemble. Dans la base de données de la police de Cleveland, entre 2007 et 2009, 8 femmes disparues du quartier d'Imperial Avenue et de ses environs sont répertoriées. Toutes afro-américaines, toutes âgées de 25 à 45 ans, toutes ayant des problèmes de toxicomanie, toutes vues pour la dernière fois dans le même quartier. Mais ces affaires ne sont pas liées entre elles. Elles sont dispersées dans différents dossiers, gérés par différents officiers. Il n'y a pas de système unifié qui aurait identifié un schéma. Pas d'analyste qui aurait examiné les chiffres et dit « Stop, quelque chose ne va pas ici ». De plus, même lorsque les proches mentionnent des rues ou des quartiers spécifiques, cette information n'est pas analysée de manière systémique. Donna Long dit au détective que quelqu'un a vu Leshanda sur Imperial Avenue. Le détective le note au procès-verbal. Mais il ne vérifie pas si d'autres personnes ont disparu de la même rue.
En mars 2009, un autre cas se produit. Une femme nommée Nancy Cobbs disparaît. 43 ans, toxicomane, prostituée. Elle a été vue pour la dernière fois à l'angle d'Imperial Avenue et de la 123e rue. Sa nièce dépose une plainte une semaine plus tard. Elle se rend au poste, parle à un officier. L'officier saisit les données, promet de vérifier. La nièce demande « Y a-t-il eu d'autres femmes disparues dans ce quartier ? Cela pourrait-il être lié ?» L'officier répond honnêtement « Je ne sais pas, il faut vérifier la base de données. » Il promet de regarder, mais en réalité, il ne le fait pas. Trop de travail, trop peu de temps. Les dossiers sont classés aux archives les uns après les autres. Crystal Dozier, mai 2007. Tishana Culpepper, juin 2008. Leshanda Long, août 2008. Michelle Masson, octobre 2008. Kim Smith, janvier 2009. Nancy Cobbs, mars 2009. 6 femmes en 2 ans, toutes du même quartier, toutes avec un mode de vie similaire, et personne ne voit le lien. Et dans la maison numéro 12205 sur Imperial Avenue, derrière les fenêtres fermées et les stores baissés, gisent leurs restes. Certains au sous-sol, certains au premier étage dans la chambre. Certains sont enterrés dans l'arrière-cour. Et l'odeur qui règne dans la rue depuis 2 ans, elle vient précisément de là. Mais le lien n'est pas établi. Les affaires restent ouvertes aux archives. Anthony Sowell continue de vivre une vie normale. Il ramasse de la ferraille, va au magasin, se présente à la police en tant que délinquant sexuel enregistré. Tout suit son cours. Et ce n'est que quelques mois plus tard que se produira ce qui changera tout. Parce qu'une femme, qui sera traînée dans cette maison, réussira à s'en sortir vivante. 29 septembre 2009, vers 20h. Imperial Avenue. Une femme se précipite dans la rue, pieds nus, en vêtements déchirés, des marques rouges sur le cou. Elle crie, appelle à l'aide. Les voisins la voient. Quelqu'un appelle le 911. Une patrouille arrive 10 minutes plus tard. Les officiers voient la femme sur le trottoir. Elle tremble, des traces évidentes sur le cou, des bandes rouges ressemblant à des empreintes digitales, des ecchymoses au poignet, des égratignures au bras. La femme se présente, Latundra Bilox, 36 ans. Elle commence à raconter. Quelques heures auparavant, elle avait rencontré un homme près du magasin. Vers 17h, il a commencé à parler, lui a proposé de boire un verre ensemble. Elle a accepté. Ils sont allés chez lui, une maison à 2 étages sur Imperial Avenue, revêtement gris. Quand ils sont entrés, Latundra a immédiatement senti l'odeur, douceâtre, lourde, comme si quelque chose pourrissait. Elle a voulu partir, mais l'homme a fermé la porte. Ils sont montés au premier étage, ils ont bu du whisky. Puis l'homme a changé, il est devenu agressif. Il l'a attrapée, l'a traînée vers le canapé. Elle a essayé de se libérer, il était plus fort. Quand tout fut terminé, l'homme est sorti de la pièce. Latundra a essayé de se lever, de partir. Mais il est revenu. Dans ses mains, une rallonge, un fil noir. Il l'a enroulé autour de son cou. Il a serré. L'air a été coupé. Latundra a commencé à s'étouffer, à essayer de desserrer la boucle. Elle a compris, si elle ne s'échappait pas maintenant, elle ne s'échapperait jamais. Elle a rassemblé toutes ses forces, a donné un coup sec. Le fil s'est desserré un instant. Elle a bondi, s'est précipitée vers la porte. L'homme a tenté de l'attraper. Elle s'est libérée, a dévalé les escaliers. La porte d'entrée est verrouillée. Elle a tiré la poignée, ça ne s'ouvre pas. Elle a regardé en arrière, il descend l'escalier, lentement, sans hâte. Elle a tiré de nouveau la porte, la serrure a cédé. Elle a couru dehors, courant sans se retourner. Les officiers notent tout. Ils appellent les urgences, les médecins examinent les marques sur le cou, les ecchymoses, les éraflures. Ils recommandent un examen complet à l'hôpital. Les officiers demandent de décrire l'homme. Afro-américain, une 50aine d'années, de taille moyenne, robuste, cheveux courts, jean foncé, t-shirt gris, s'est présenté comme Anthony ou Tony. L'officier contacte le répartiteur, il demande de vérifier la base de données, Imperial Avenue, homme d'une 50aine d'années,
Prénom Anthony. Le répartiteur répond 1 minute plus tard. Il y a une correspondance. Anthony Sowell, 50 ans. Adresse Imperial Avenue, 12205. Statut délinquant sexuel enregistré. Condamné pour agression en 1989. Libéré en 2005. Tout concorde. L'adresse, l'âge, le nom, la condamnation. La toundra est emmenée à l'hôpital, on procède à un examen, des prélèvements sont effectués, les blessures sont photographiées. Tout est documenté. Les officiers déposent un rapport. Suspect Anthony Sowell. Accusation, agression, tentative d'étranglement, séquestration. Le détective vérifie la base de données, voit les informations sur les antécédents criminels de Sowell. Il prépare les documents pour un mandat d'arrêt. Le juge le signe le matin du 30 septembre. Un groupe d'intervention est formé pour l'arrestation. Plusieurs officiers, un détective. Il prévoit une descente sur Imperial Avenue 12205. Personne ne comprend encore ce qu'ils vont trouver exactement dans cette maison, parce qu'ils vont arrêter une personne pour un crime, mais ils découvriront des preuves d'une toute autre ampleur. 31 octobre 2009, matin. Un groupe d'officiers de police de Cleveland se rend sur Imperial Avenue 12205. L'équipe comprend 4 officiers de patrouille, un détective et un officier de l'unité des crimes sexuels. Ils ont un mandat d'arrêt contre Anthony Sowell. Les voitures s'arrêtent devant la maison. Une maison grise à 2 étages aux fenêtres fermées. Un terrain envahi par la végétation. La Chevrolet orange n'est pas dans l'allée. Sowell n'est probablement pas chez lui. Le détective frappe à la porte. Personne n'ouvre. Il frappe de nouveau, plus fort. Silence. Les officiers attendent quelques minutes. Aucune réaction. Ils font le tour de la maison. Ils vérifient les fenêtres. Toutes sont hermétiquement fermées. L'arrière-cour est jonchée de détritus, de vieux pneus, des meubles cassés, des sacs en plastique. L'herbe n'a pas été coupée depuis des mois. Et l'odeur, cette même odeur dont les voisins parlaient depuis 2 ans. Ici, elle est plusieurs fois plus forte. Un des officiers sort un mouchoir, le presse contre son visage. Le détective contacte le poste. Il informe que le suspect n'est pas chez lui. Il demande l'autorisation de fouiller les lieux. Un mandat d'arrêt permet d'entrer dans la maison s'il y a des motifs de croire que le suspect est à l'intérieur. Mais ici, la situation est différente. 1 demi-heure plus tard, la confirmation arrive. Le juge délivre un mandat de perquisition. Le motif ? Le témoignage de la victime qui affirme que le crime a eu lieu dans cette maison. Il est nécessaire de recueillir des preuves. Les officiers se préparent à entrer. L'un d'eux force la serrure de la porte d'entrée. Quelques secondes, la porte s'ouvre. Et l'odeur les submerge, si forte que 2 officiers reculent vers les voitures. Le 3e sort un masque. Le détective se couvre le nez et la bouche avec sa main, essayant de respirer par la bouche. Ils entrent à l'intérieur. Le hall est sombre. Les fenêtres sont couvertes de rideaux épais. Le détective allume sa lampe de poche. Le faisceau révèle des détails de l'intérieur. Le sol est sale, jonché de détritus, de vieux journaux, des bouteilles vides, des mégots de cigarettes. Des boîtes sont empilées le long du mur, des sacs contenant quelque chose. Les murs sont délabrés, la peinture écaillée. Les officiers avancent. Ils passent dans le salon. Il y a un vieux canapé, une télévision au sol, quelques chaises, des détritus partout. Sur la table, des bouteilles de whisky vides, de la vaisselle sale. L'odeur devient encore plus forte, douceâtre, écœurante. Les officiers échangent un regard. Tous comprennent, ce n'est pas la canalisation, et pas un animal. Le détective donne l'ordre, fouiller toute la maison, minutieusement. Les officiers se dispersent au rez-de-chaussée. Ils vérifient la cuisine, l'évier est plein de vaisselle sale, le réfrigérateur est presque vide, quelques canettes de bière, des restes de nourriture. Un des officiers ouvre la porte du sous-sol. De l'air froid en sort, et l'odeur s'intensifie. L'officier éclaire vers le bas avec sa lampe de poche. L'escalier est vieux, en bois, il fait sombre. Le détective s'approche, il dit « Pour l'instant, nous ne descendons pas.
Nous allons d'abord inspecter les étages supérieurs. Le groupe monte au premier étage. Un escalier étroit, des marches grinçantes. En haut, un couloir et plusieurs portes. L'odeur est encore plus forte ici qu'en bas. Le détective ouvre la première porte. Une chambre, un vieux lit, un matelas sans drap, des vêtements, des ordures par terre. La fenêtre est fermée, les stores baissés. La deuxième porte, une salle de bain. Sale, non nettoyée depuis des mois. La baignoire est couverte de dépôts, des taches de rouille dans le lavabo. La troisième porte. Le détective la pousse. La porte s'ouvre lentement, comme si quelque chose la gênait. L'officier pointe sa lampe de poche à l'intérieur. Et il voit, sur le sol, dans le coin de la pièce, des restes humains en état de décomposition avancée, partiellement recouverts d'un tissu ou d'une couverture. Le détective se fige. Quelques secondes de silence. Puis il dit doucement dans sa radio, « Une équipe de criminalistes est nécessaire, tout de suite. » Les officiers reculent de la pièce. Le détective referme la porte. Personne ne parle. Tous comprennent. Ils ont trouvé la source de l'odeur. Et ce n'est que le début. Parce que la maison a 2 étages et un sous-sol. Et si ici, au premier étage, gisent des restes, alors qu'y a-t-il au sous-sol ? Et qu'y a-t-il d'enterré dans l'arrière-cour, là où Anthony a organisé un barbecue il y a 2 ans ? Le détective sort dans la rue. Il contacte le poste. Il rapporte la situation. Il dit « Une équipe complète de criminalistes est nécessaire. Un médecin légiste, des officiers supplémentaires. » C'est une scène de crime, de grande envergure. 20 minutes plus tard, les forces de police convergent vers Imperial Avenue. Des voitures de patrouille, un fourgon de criminalistes, une voiture de médecins légistes. La rue est bouclée. Les voisins sont priés de rester chez eux. Et commence ce qui sera plus tard qualifié comme l'une des perquisitions les plus effroyables de l'histoire de Cleveland. Les criminalistes entrent dans la maison en combinaison de protection et masque. L'odeur est si forte qu'il est impossible de travailler sans respirateur. Ils commencent une inspection méthodique de chaque pièce. La première découverte, au premier étage dans la chambre, les restes d'une femme dans le coin de la pièce, partiellement recouverte d'une couverture. Les criminalistes photographient, prennent des mesures, enregistrent chaque détail. Le médecin légiste estime préliminairement que la décomposition est en cours depuis plusieurs mois. Le détective descend au rez-de-chaussée. Il donne l'ordre, vérifier chaque coin, chaque pièce, chaque placard. S'il y en a une, il pourrait y en avoir d'autres. Les criminalistes examinent le salon plus minutieusement. L'un d'eux remarque quelque chose sous le canapé. Il éclaire avec sa lampe de poche. Il y a un grand sac poubelle, noir, bien noué. Le criminaliste retire le sac avec précaution. Lourd, il le dénoue. À l'intérieur, les restes d'une autre femme, recroquevillée, en état de décomposition. Un deuxième criminaliste vérifie l'armoire dans le coin du salon. Il ouvre la porte. Il y a un autre sac, et encore un. Dans chacun, des restes. Le détective note, au rez-de-chaussée, au moins 3 découvertes, plus une au premier étage. Total 4. Et la maison n'a pas encore été entièrement fouillée. Le groupe descend au sous-sol. L'escalier est étroit, vieux. En bas, il fait sombre, humide. Les criminalistes allument les projecteurs. La pièce est petite, encombrée. Des boîtes, de vieux meubles, de la ferraille. Un des criminalistes remarque quelque chose, couvert d'une bâche, dans un coin. Il s'approche. Il écarte la bâche. Il y a les restes de 2 femmes, simplement allongées sur le sol, sans sac, sans emballage. Le médecin légiste descend au sous-sol. Il examine les découvertes. Il dit « C'est là depuis longtemps, plus d'1 an, peut-être 1 an et demi. » Ils établiront l'heure exacte en laboratoire. Le détective remonte. Il contacte le poste. Il rapporte 6 découvertes à l'intérieur de la maison. Une équipe supplémentaire est nécessaire pour inspecter la zone. On soupçonne qu'il pourrait y avoir des sépultures sur le terrain. Un groupe avec des chiens se rend dans l'arrière-cour, des chiens spécialement entraînés pour la recherche de restes.
Ils commencent à parcourir le terrain. Un des chiens s'arrête près d'un vieux cabanon. Il s'assied, aboie, un signal. Les criminalistes s'approchent. Ils commencent à creuser. À environ 1 mètre de profondeur, ils trouvent un sac en plastique. À l'intérieur, les restes d'une femme. Un deuxième chien réagit près de la clôture. Il y a une autre sépulture là, peu profonde, environ 1 demi-mètre. Les restes sont enveloppés dans un tissu. Le troisième endroit, près du vieux barbecue, celui-là même où Anthony faisait griller des saucisses pour les voisins à l'été 2008. Une autre sépulture y est trouvée. Au soir du 31 octobre, le bilan est terrifiant. À l'intérieur de la maison, 6 découvertes. Dans l'arrière-cour, 3 sépultures, 9 femmes au total. Et ce ne sont que des données préliminaires. L'inspection continue. Le commandant de la cellule d'enquête convoque une réunion. Il dit « C'est la plus grande affaire de l'histoire de Cleveland des 20 dernières années. Il faut recueillir un maximum de preuves, identifier toutes les victimes, établir les causes. » Le médecin légiste ajoute « Le nombre exact de victimes sera établi après une inspection complète. Il est possible qu'il y ait d'autres sépultures sur le terrain. Il faut vérifier tout le périmètre. » Les détectives commencent à consulter les archives des femmes disparues. Ils se souviennent des plaintes déposées au cours des 2 dernières années. Crystal Dozier, Tishana Culpepper, les Chanda Mong, Michelle Mason, Kim Smith, Nancy Cobbs. Toutes ont disparu dans le quartier d'Imperial Avenue. Toutes correspondent à la description. À la nuit tombée, l'inspection de la maison est terminée. Les criminalistes scellent les lieux. Ils mettent en place une garde autour du périmètre. Demain, ils continueront le travail sur le terrain. Et Anthony Sowell est toujours en liberté. Sa voiture est recherchée dans toute la ville. Les patrouilles vérifient les bars, les magasins, les endroits où il a été vu auparavant. Jusqu'à présent, sans résultat. Mais maintenant, on ne le cherche plus seulement pour l'agression de Latondra Billups, on le recherche pour suspicion d'une série des crimes les plus brutaux de l'histoire de Cleveland. 1er novembre 2009, l'aube. Sur Imperial Avenue, 12205, du matériel est acheminé. Une pelleteuse, un géoradar pour la recherche d'anomalies souterraines, une équipe supplémentaire de criminalistes. La tâche, inspecter tout le terrain. Le commandant de la cellule d'enquête donne des instructions. Il dit « Hier, nous en avons trouvé 9, mais le terrain est grand, la maison a 2 étages avec un sous-sol. Il est possible que ce ne soit pas tout. Il faut vérifier chaque mètre carré. » Le géoradar commence à scanner l'arrière-cour. L'opérateur parcourt lentement le terrain, surveille l'écran de l'appareil. L'appareil réagit au changement de densité du sol. Il montre où la terre a été perturbée. Premier signal, près d'un vieil arbre dans le coin du terrain. Les criminalistes commencent à creuser manuellement, avec précaution. À environ 1 mètre de profondeur, ils trouvent d'un sac en plastique. La 10e découverte. Deuxième signal, entre le cabanon et la clôture. Là, une sépulture encore plus superficielle, à seulement 1 demi-mètre de profondeur. Les restes sont enveloppés dans une vieille couverture. La 11e découverte. Le médecin légiste examine chaque découverte sur place. Il note la position, prend des notes préliminaires. Il dit au détective « Il semble que les sépultures aient été faites à la hâte, peu profondes, sans tentative de dissimulation minutieuse. » À l'heure du déjeuner, le compteur change. 11 femmes, 11 vies. Les détectives comprennent, ce n'est plus un crime isolé. C'est une série, systématique, étendue dans le temps. Le commandant contacte le chef de la police de Cleveland. Il rapporte la situation, il demande de requalifier l'affaire. Ce sont officiellement des meurtres en série. Des ressources supplémentaires sont nécessaires, des spécialistes du FBI, l'aide d'agences fédérales. Le chef de la police convoque une conférence de presse. Le soir même, il apparaît devant les caméras. Il annonce « Les restes de 11 femmes ont été découverts dans la maison d'Imperial Avenue. Le suspect a été identifié, il est recherché. C'est la plus grande affaire de l'histoire moderne de Cleveland. » La nouvelle explose dans les médias locaux et fédéraux. Les chaînes de télévision interrompent leurs programmes. Les journalistes affluent vers Imperial Avenue. La police établit un périmètre, ne laissant personne s'approcher de la maison. Les voisins sont sous le choc.
Pamela Walker, qui vit en face, donne une interview. Elle dit « Je ne peux pas y croire. Il semblait être une personne normale. Nous avons même été à son barbecue. » Et pendant tout ce temps, elle ne termine pas sa phrase. Elle se cache simplement le visage dans les mains. Les détectives commencent un travail d'identification de grande envergure. Ils consultent toutes les plaintes de femmes disparues des 3 dernières années. Ils comparent les descriptions, les dates de disparition, les derniers endroits où elles ont été vues. Les proches sont convoqués au poste. On leur demande de fournir des échantillons d'ADN pour comparaison. On leur explique que le processus prendra du temps, mais que c'est le seul moyen d'établir les identités avec certitude. Donna Lang est l'une des premières à venir. Elle donne un échantillon d'ADN. Elle demande aux détectives « Cela pourrait-il être Maleshanda ?» Les détectives répondent honnêtement « C'est possible. Les résultats seront disponibles dans quelques semaines. » Rose Dozier, la sœur de Crystal, vient aussi. Elle a cherché sa sœur pendant 2 ans et demi. Maintenant, elle comprend. Il est fort probable que Crystal fasse partie de ces 11. Janelle Mason vient pour un échantillon d'ADN, afin de le comparer au reste de sa mère, Michelle. Elle n'a que 22 ans. Elle pleure dans le bureau du détective. Elle dit « Je savais que quelque chose n'allait pas. Maman n'aurait jamais simplement disparu. » Pendant ce temps, les recherches d'Anthony Sowell continuent. Sa photo est distribuée à tous les postes de l'Ohio. Un avis de recherche est transmis aux États voisins. Les patrouilles vérifient les gares, les stations de bus, les agences de location de voitures. Mais Anthony semble s'être volatilisé. Sa Chevrolet orange n'a pas été repérée par les caméras de surveillance. Personne ne l'a vu après le 29 septembre, le jour où Latundra Billups s'est échappé de sa maison. Les détectives supposent qu'il a compris que Latundra irait à la police. Il a compris qu'une enquête commencerait, et il a décidé de se cacher. Peut-être est-il parti de la ville, peut-être se cache-t-il chez quelqu'un. Le FBI se joint officiellement à l'affaire. Il envoie des profileurs, des spécialistes des crimes en série. Ils étudient la scène de crime, analysent les schémas comportementaux. Un des profileurs dit au détective « Cet homme a agi pendant 2 ans, peut-être plus longtemps. Il choisissait un certain type de victimes, des femmes vulnérables dont personne ne se soucierait immédiatement. Cela témoigne d'une planification. » L'affaire est officiellement requalifiée. Ce n'est plus seulement un meurtre, c'est une série de meurtres à caractère sériel. Et le principal suspect, Anthony Sowell, ancien marine, délinquant sexuel enregistré. Les médecins légistes commencent à travailler sur les 11 cas. Les restes sont transportés à la morgue de l'hôpital du comté de Cuyahoga. Un groupe de travail spécial y est créé. Le médecin légiste en chef, ses 2 assistants, plusieurs techniciens. Le premier problème, l'identification. L'identification visuelle est impossible. La décomposition est trop avancée. Certains restes ont passé plus d'1 an dans la maison, d'autres sont enterrés dans l'arrière-cour depuis plusieurs mois. Les signes extérieurs ne seront d'aucune aide. La seule méthode, l'analyse ADN. Des échantillons sont prélevés sur chacune des 11 victimes. Simultanément, des échantillons d'ADN sont recueillis auprès des proches des femmes disparues. Donna Long, Rose Dozier, Janelle Mason et d'autres familles ont fourni du matériel pour comparaison. Le laboratoire travaille 24 heures sur 24. C'est une affaire prioritaire. Les résultats sont nécessaires le plus rapidement possible, pour l'enquête, pour les familles, pour le tribunal. Parallèlement, les médecins légistes tentent d'établir les causes. Ils examinent les os, les tissus conservés, recherchent des traces de traumatisme. Le travail est minutieux, exige du temps et de l'attention aux moindres détails. Le médecin légiste en chef, le docteur Frank Miller, racontera plus tard aux journalistes « C'est l'une des affaires les plus complexes de sa carrière, non pas en raison de la complexité technique, mais en raison de son ampleur. 11 cas simultanément, 11 femmes dont les familles attendent d'y réponse. » 2 semaines plus tard, les premiers résultats de l'analyse ADN arrivent. Une correspondance pour 5 cas. Crystal Dozier, confirmé. Tishana Culpepper, confirmé. Leshanda Long, confirmé. Michelle Mason, confirmé. Kim Smith, confirmé.
Les détectives commencent à appeler les familles. Ils leur demandent de venir au poste. C'est la partie la plus difficile du travail. Informer les proches que les recherches sont terminées, mais pas comme ils l'espéraient. Donna Long arrive au poste le 15 novembre. Le détective l'invite dans un bureau séparé. Il dit « Les résultats ADN sont arrivés. C'est les Chanda ». Donna reste silencieuse quelques secondes, puis elle se met à pleurer. Elle avait cherché sa fille pendant plus d'1 an. Maintenant, elle connaît la vérité. Rose Dozière reçoit la nouvelle concernant sa sœur Crystal. 2 ans et demi d'attente se sont terminés. Rose dit au détective « Je savais. Crystal n'aurait jamais disparu si longtemps de son plein gré. Je savais depuis le début que quelque chose était arrivé. » Janelle Masson apprend la nouvelle concernant sa mère, Michelle. Elle a 22 ans, et sa mère a 2 enfants d'elle, les petits-enfants de Michelle. Maintenant, ils ne reverront plus jamais leur grand-mère. 1 semaine plus tard, les résultats des 6 autres cas arrivent. Les 11 sont identifiés. Toutes des femmes du quartier de Mount Pleasant. Toutes ont disparu entre 2007 et 2009. Toutes figuraient dans la base des personnes disparues. Les médecins légistes établissent les causes dans 10 cas sur 11. Strangulation. Étranglement à main nue ou à l'aide d'objets, cordes, fils, ceinture. Dans un cas, la cause ne peut être établie en raison du degré de décomposition. Le docteur Miller rédige le rapport final. Il indique « Toutes les victimes sont de sexe féminin, âgées de 25 à 52 ans. Toutes afro-américaines. Toutes avaient des problèmes de toxicomanie. Dans la plupart des cas, la cause est l'asphyxie mécanique. » Les détectives comparent les dates. Crystal Dozier, disparue en mai 2007, la toute première. Tishana Culpepper, juin 2008. Les Chanda Long, août 2008. Ensuite, la fréquence augmente. Michelle Mazon, octobre 2008. Plusieurs cas en hiver et au printemps 2009. La dernière, Diane Harris, disparue en juin 2009. Le profileur du FBI analyse le schéma. Il dit « Le criminel prenait de l'ampleur ». Le premier cas a eu lieu en 2007, puis une pause d'environ 1 an. Ensuite, la fréquence a fortement augmenté. En 2009, cela se produisait pratiquement chaque mois. Les détectives comprennent. Sans la toundra Billups, qui s'est échappée le 29 septembre, la série aurait pu continuer. Sewell n'avait pas l'intention de s'arrêter. Maintenant, les 11 victimes sont identifiées. Les causes sont établies. Les familles ont reçu des réponses terribles mais définitives. Les restes sont remis aux proches pour l'inhumation. Et Anthony Sewell est toujours en fuite. Plus d'1 mois s'est déjà écoulé depuis la découverte. Il est recherché dans tout le pays. Et très bientôt, il sera retrouvé. La police de Cleveland déclare Anthony Sewell recherché au niveau fédéral. Sa photo apparaît sur toutes les chaînes d'information. Les chaînes de télévision montrent une photo de la base de données. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux courts, expression faciale neutre. Les détectives commencent à vérifier tous ses proches. Ils établissent une liste. Sa sœur vit à East Cleveland, son frère dans la banlieue de Clyde, plusieurs cousins en ville. Un groupe d'officiers se rend chez sa sœur. Il frappe à la porte. La femme ouvre, voit la police, comprend immédiatement, c'est pour Anthony. Les officiers demandent « Est-il ici ?» Elle répond « Non, je ne l'ai pas vu depuis 1 mois, peut-être plus ». Les officiers demandent la permission de fouiller la maison. La femme accepte. Ils vérifient toutes les pièces, le sous-sol, le grenier. Sewell n'est pas là. Ils laissent une carte de visite. Ils disent « S'il apparaît, appelez immédiatement ». Ils vérifient le frère, même situation. Il dit « J'ai vu Anthony pour la dernière fois en août ». Ils se sont rencontrés par hasard dans la rue, ont parlé quelques minutes et sont partis. Depuis, ils n'ont pas communiqué. Les détectives vérifient les endroits qu'ils connaissent. Le bar à l'angle de la 123e rue, où Anthony avait l'habitude d'aller. Le barman dit « Je ne l'ai pas vu depuis 3 semaines, peut-être 4. Avant, il venait régulièrement, puis il a arrêté. »
Le centre de recyclage de métaux sur Clare Avenue. Les employés confirment. Sowell n'est pas apparu depuis fin septembre. D'habitude, il venait chaque semaine. La dernière fois, c'était le 25 ou le 26 septembre. La police reçoit des signalements des habitants, des centaines d'appels chaque jour. Quelqu'un a vu un homme ressemblant à la description à un arrêt de bus. Quelqu'un l'a remarqué dans un supermarché. Quelqu'un est sûr que Sowell se cache dans un bâtiment abandonné. Les détectives vérifient chaque signalement. Ils se rendent sur place, interrogent les témoins, visionnent les enregistrements des caméras de surveillance. Dans 95% des cas, fausse alerte. Les gens voient un Afro-Américain d'âge et de corpulence similaires, pensent que c'est Sowell. Une panique commence dans le quartier de Mount Pleasant. Les habitants ont peur de sortir le soir. Les femmes cessent de marcher seules. Les magasins ferment plus tôt que d'habitude. Les gens installent des serrures supplémentaires sur les portes. Pamela Walker, voisine de Sowell, dit aux journalistes « Nous avons vécu à côté de cet homme pendant 2 ans. Il marchait dans la même rue. Il saluait. Et nous ne savions pas. Maintenant, chaque fois que j'entends des pas derrière moi, je me retourne. » Les chaînes de télévision diffusent l'information 24 heures sur 24. Les présentateurs débattent. Comment cela a-t-il pu durer si longtemps ? Pourquoi la police n'a-t-elle pas remarqué le schéma ? Pourquoi les plaintes de disparition n'ont-elles pas été analysées systématiquement ? Le chef de la police donne plusieurs interviews. Il reconnaît que le système a failli. Les plaintes de femmes toxicomanes disparues n'ont pas reçu l'attention nécessaire. Cela doit changer. Après cette affaire, les protocoles seront révisés. Et le 31 octobre, exactement un jour après la découverte dans la maison, une percée se produit. L'officier de patrouille James Appel travaille dans le quartier de Mount Pleasant Warner. C'est à environ 3 km d'Imperial Avenue. Vers 14 heures, il roule sur Kinsman Road, une patrouille normale, et il voit un homme marchant sur le trottoir, afro-américain, de taille moyenne, de forte corpulence. Vêtu d'une veste sombre et d'un jean, il marche lentement, les mains dans les poches. L'officier Appel regarde plus attentivement. Quelque chose de familier dans la démarche, dans la silhouette. Il sort sa tablette avec l'avis de recherche. Il compare la photo avec l'homme dans la rue. Correspondance. C'est Anthony Sowell. Appel freine sa voiture. Il sort. Il se dirige vers l'homme. Il dit calmement « Monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Police de Cleveland. » Sowell s'arrête. Il se tourne. Regarde l'officier. Aucune panique sur son visage. Aucune tentative de fuite. Appel s'approche. Il dit « Vous êtes Anthony Sowell ?» L'homme hoche la tête. « Oui. » Appel demande à voir ses mains. Sowell sort ses mains de ses poches, lentement, sans mouvement brusque. L'officier appelle des renforts par radio. Il rapporte « Le suspect est arrêté, Kinsman Road et East Sunset Street. Une voiture supplémentaire est nécessaire. » Sowell reste calme. Il n'essaie pas de parler, ne pose pas de questions. Il se contente d'attendre. 3 minutes plus tard, une deuxième voiture de patrouille arrive. Les officiers menottent Sowell. Ils lui lisent ses droits, le font monter dans la voiture. Aucune résistance, aucune tentative de fuite. Sowell se comporte comme s'il avait simplement été arrêté pour un contrôle d'identité. Le convoi le conduit au poste central. Les détectives y attendent déjà. La salle d'interrogatoire est préparée. Les caméras sont allumées. Commence ce qui deviendra l'un des interrogatoires les plus importants de l'histoire de l'enquête. Pendant qu'Anthony Sowell est en détention provisoire, les détectives consultent toutes les archives. Son dossier personnel, son service militaire, ses condamnations, ses dossiers médicaux. Il faut comprendre qui est cet homme et comment il en est arrivé là. Anthony Sowell est né en 1959 à East Cleveland. Il a grandi dans un quartier pauvre. La famille était nombreuse, 7 enfants. Le père n'a pratiquement pas participé à son éducation. La mère cumulait plusieurs emplois, joignant difficilement les deux bouts. À l'école, Anthony était un élève moyen. Il ne brillait pas, mais ne créait pas non plus de problèmes particuliers. Les enseignants se souviennent de lui comme d'un adolescent calme et renfermé. Il n'avait presque pas d'amis.
Il restait à l'écart. En 1978, à l'âge de 19 ans, Anthony entre dans le corps des Marines des États-Unis. Il y sert pendant 7 ans. Les documents montrent qu'il était un soldat discipliné, exécutant les ordres, ne violant pas le règlement. Il reçoit plusieurs lettres de reconnaissance pour son service exemplaire. Ses commandants le décrivent comme un homme calme et silencieux. Il ne conflicte pas avec ses camarades. Il ne se distingue ni en bien ni en mal. Un simple soldat. En 1985, Anthony est démobilisé. Il retourne à Cleveland, il trouve un emploi dans une usine, y travaille plusieurs années. Puis il perd son emploi. L'usine ferme. Il commence à vivre de petits boulots occasionnels. Et en 1989, le premier crime grave a lieu. Juin 1989. Anthony rencontre une femme dans un bar. Elle a 28 ans, elle est serveuse. Ils boivent ensemble, discutent. Anthony propose de continuer chez lui. La femme accepte. Ils arrivent à son appartement. Ils continuent à boire. Puis Anthony devient agressif. Il ligote la femme avec une corde, la bat. Il commet des actes de violence pendant plusieurs heures. La femme réussit à se libérer le matin quand Anthony s'endort. Elle se précipite dans la rue, appelle la police. Elle montre les marques, ecchymoses, éraflures, traces de corde au poignet. Anthony est arrêté le lendemain. Il ne nie pas. Il dit au détective « Oui, c'est moi ». Il énonce simplement les faits, sans émotion. L'affaire est portée devant les tribunaux. Le procureur réclame la peine maximale. La défense tente d'invoquer des problèmes psychologiques liés au service militaire. Cela ne suffit pas. Le tribunal prononce la sentence. 15 ans de prison. Anthony est envoyé à l'établissement correctionnel de Grafton, en Ohio, un établissement de sécurité moyenne, sous régime. Là, il passe presque toute sa peine. Les psychologues de la prison effectuent régulièrement des évaluations. Les dossiers montrent que Sowell fait preuve d'un comportement manipulateur. Il dit qu'il regrette, qu'il a compris son erreur, qu'il ne la répétera plus jamais. Mais les psychologues notent, les émotions semblent superficielles. Sowell dit les bonnes choses, mais ne les ressent pas. Ce sont des phrases apprises par cœur, et non un véritable repentir. En prison, Anthony se comporte de manière exemplaire. Il n'enfreint pas les règles, ne participe pas au conflit. Il travaille à la cuisine, participe à des thérapies de groupe. Extérieurement, un prisonnier idéal. En 2005, il est libéré. Il a purgé la quasi-totalité de sa peine. Selon la loi de l'Ohio, il est tenu de s'enregistrer comme délinquant sexuel. Cela signifie un pointage régulier à la police, une base de données publique, des restrictions de lieu de résidence. Anthony reçoit la maison sur Imperial Avenue de sa belle-mère décédée. Elle meurt en 2004, lui léguant la structure à 2 étages. Il s'y installe immédiatement après sa libération. Il fait une demande de pension d'invalidité. Après son service militaire, il a des problèmes de santé. Les documents le confirment. Il reçoit environ 1 200 $ par mois. Cela suffit pour ses besoins de base. Et c'est ici que commence le problème principal. Le système de surveillance des délinquants sexuels en Ohio en 2005 fonctionne de manière formelle. Sowell doit se présenter tous les 3 mois. Il vient au poste, remplit les papiers, confirme son adresse. L'officier coche la case, s'est présenté, a signé, tout est en ordre. Pas de visite à domicile. Pas de vérification des conditions de vie, pas de contrôle réel. Le système est conçu pour que les personnes libérées trouvent du travail, rétablissent des liens sociaux, s'intègrent à nouveau dans la société. Mais Anthony ne fait rien de tout cela. Il vit seul, il ne trouve pas d'emploi stable, il ramasse de la ferraille pour un revenu minimal. Il ne communique qu'épisodiquement, au magasin, au bar, avec les voisins lors de rencontres fortuites. Et 2 ans après sa libération, en 2007, une nouvelle série commence. Crystal Dozier est la première. 10 autres suivront. 1er novembre 2009. Poste central de police de Cleveland. Salle d'interrogatoire. Une table, 3 chaises, une caméra dans le coin au plafond.
Tout est enregistré. Anthony Sowell est assis à une table, les mains sur les genoux, le dos droit, le visage calme, presque indifférent. En face de lui se trouvent 2 détectives, Mike Cassidy, l'enquêteur principal de l'affaire, et son partenaire Rick Downing. Cassidy allume l'enregistrement. Il nomme la date, l'heure et les noms des personnes présentes. Il lit ses droits à Sowell. Celui-ci hoche la tête, confirme. Il comprend. Le détective commence par le simple. Il demande « Où étiez-vous ces 2 derniers jours ?» Sowell répond « Je me promenais en ville. » Le détective précise « Où exactement ?» Sowell hausse les épaules. « Différents endroits, je ne me souviens pas exactement. » Cassidy change de sujet. Il dit « Nous sommes allés chez vous. » Sowell ne réagit pas. Il se contente de regarder. Le détective continue « Nous y avons trouvé quelque chose d'intéressant. Voulez-vous nous en parler ?» Sowell reste silencieux pendant quelques secondes. Puis il dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Cassidy sort un dossier. Il l'ouvre. Il contient des photos de la scène de crime. Il montre la première, une pièce au premier étage. Sowell regarde la photo. Aucune réaction. Le détective demande « Reconnaissez-vous cet endroit ?» Sowell hoche la tête. « Ma chambre. » Le détective montre une deuxième photo, un gros plan, un coin de la pièce. Sowell regarde. Son visage reste immobile. Cassidy dit « On y a trouvé les restes d'une femme. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Sowell se tait. Il détourne le regard. Il fixe le mur. Le détective continue. Il montre d'autres photos. La cave, l'arrière-cour. Chaque fois, il demande « Avez-vous vu cela ? Saviez-vous ce qu'il y avait là ?» Sowell se tait ou répond brièvement « Je ne me souviens pas ». Cassidy change de tactique. Il dit « Nous avons identifié 11 femmes. Elles ont toutes des noms, des familles. Elles vous cherchaient. » Il sort une liste. Il lit à voix haute. Crystal Dozier, Tishana Culpepper, Leshanda Long. Les connaissiez-vous ? Sowell écoute. Quand le détective finit de lire, il hausse les épaules. Peut-être, je ne suis pas sûr. Le détective demande « Que signifie peut-être » Sowell répond « J'ai connu beaucoup de femmes, je ne me souviens pas de toutes par leur nom. » Cassidy montre des photos des victimes. Il prend la première, un cliché de Crystal Dozier de son vivant, une femme souriante. Sowell regarde. Le détective demande « Vous en souvenez-vous » Sowell secoue la tête. « Non. » Il montre la photo de Tishana, puis Leshanda, Michelle, Kim. Chaque fois la même chose. Sowell regarde, secoue la tête, dit « Je ne me souviens pas » ou « Je ne suis pas sûr ». Le détective Downing intervient. Il dit « Anthony, nous avons trouvé les affaires de ces femmes chez vous. Des vêtements, des sacs, des documents, tout dans vos chambres. Comment expliquez-vous cela ?» Sowell se tait. Downing continue. « Une femme s'est échappée. La Tundra Billups. Elle a témoigné. Elle a tout décrit en détail. La maison, la chambre, ce que vous avez fait. Cela correspond à ce que nous avons trouvé. » Sowell montre une réaction pour la première fois. Il se tend légèrement, puis se détend à nouveau. Il dit « Je veux un avocat. » Les détectives arrêtent l'interrogatoire. Selon la loi, dès qu'un suspect demande un avocat, les questions supplémentaires cessent. Sowell est ramené à sa cellule. Le lendemain, l'avocat arrive, un défenseur public commis d'office, John Parker. Il s'entretient avec Sowell pendant plusieurs heures. Puis il rencontre les détectives. Il dit « Mon client est prêt à témoigner, mais seulement en ma présence. » Deuxième interrogatoire. Le 2 novembre, la même pièce. Sowell est assis à côté de son avocat. Le détective Cassidy recommence à poser des questions. Cette fois, Sowell parle davantage. Il admet « Oui, ces femmes étaient chez lui. Oui, il se souvient de certaines. Elles sont venues volontairement. Elles ont bu ensemble. Parfois, elles sont restées pour la nuit. » Le détective demande « Qu'est-il arrivé à ces femmes »
Sowell marque une pause. L'avocat lui murmure quelque chose. Sowell répond « Je ne me souviens pas exactement, tout s'est mélangé. » Cassidy insiste. Il dit « 11 femmes ne sont pas simplement restées, elles ont été trouvées chez vous, dans la cave, dans l'arrière-cour, enfouies. Ce n'est pas un hasard. » Sowell se tait. Le détective poursuit. La cause est la même pour toutes. L'étranglement. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Sowell regarde la table. Il dit doucement « Il y a eu des conflits, parfois tout a dégénéré. » Le détective note « Que signifie dégénérer ?» Sowell ne répond pas immédiatement. Puis il dit « Je ne voulais pas. C'est juste arrivé comme ça. » Un profileur du FBI est présent lors de l'interrogatoire, derrière une vitre. Il observe, prend des notes, puis il rédige un rapport. Il indique « Sowell présente les signes classiques d'un manipulateur. Il minimise sa responsabilité, utilise des constructions passives. C'est arrivé comme ça a dégénéré. Il évite les aveux directs. L'absence d'émotion est caractéristique. Pas de remords, pas de regret. Même lorsqu'il voit les photos des victimes, il ne montre qu'un léger malaise. Pas de chagrin, pas de culpabilité. » Le profileur ajoute « Le portrait psychologique indique un besoin de contrôle et de pouvoir. Les victimes ont été choisies parmi les personnes vulnérables, toxicomanes, sans soutien social, des personnes qui ne seraient pas recherchées immédiatement. » Les détectives passent 3 jours à interroger Sowell. Ils recueillent progressivement des aveux. Ils confirment les faits lorsque les preuves sont irréfutables, mais ils parlent peu, sans détail. À la fin du 3e jour, le tableau se dessine. Sowell ne nie pas la présence des femmes dans la maison. Il reconnaît des conflits. Il accepte formellement les accusations lorsque les preuves sont manifestes. Mais il n'y a pas de véritable remords. Le détective Cassidy dira plus tard aux journalistes « J'ai vu toutes sortes de gens lors des interrogatoires. Certains pleurent, d'autres crient, d'autres se justifient. Sowell était différent. Il était juste assis, calme, comme si nous parlions du temps. » Pendant que les interrogatoires se poursuivent, les experts médico-légaux continuent de travailler dans la maison d'Imperial Avenue. L'examen initial est terminé, toutes les découvertes évidentes ont été enregistrées. Mais le chef d'équipe donne des instructions. Vérifiez encore une fois, plus minutieusement. Parfois, les preuves les plus importantes ne sont pas visibles, dans des endroits difficiles d'accès, qui sont manqués lors de la première inspection. Derrière les murs, sous le plancher, dans la ventilation. L'équipe retourne à la maison le 3 novembre. Ils commencent une inspection méthodique de chaque pièce. Ils vérifient les murs, les tapent, cherchent des cavités. Ils vérifient les sols, soulèvent les planches là où elles vacillent. 2 experts médico-légaux travaillent dans la cave. La pièce est encombrée, des boîtes de vieux meubles, de la ferraille que Sowell collectionnait. Ils avaient déjà inspecté cet endroit auparavant et y avaient fait 2 découvertes. Mais le chef insiste, vérifiez à nouveau. L'un des experts déplace une vieille armoire dans le coin. Derrière elle se trouve un tas de débris, des sacs en plastique, de vieux chiffons, des outils cassés. Ils commencent à déblayer. Ils retirent les sacs un par un. Et ils voient un seau en plastique ordinaire, comme ceux utilisés pour les travaux de construction. Orange, avec un couvercle. Il est posé dans le coin le plus reculé, presque invisible. L'expert prend le seau, le pose dans un espace libre. Il ouvre le couvercle. À l'intérieur, quelque chose est enveloppé dans un tissu. Il le déploie avec précaution. Un crâne humain, partiellement conservé, sans la mâchoire inférieure. L'expert s'arrête. Il appelle son partenaire. Celui-ci s'approche, regarde. Tous 2 comprennent, c'est une autre découverte, la 12e. Mais le chef d'équipe, lorsqu'on lui rapporte, dit « Attendez, il faut vérifier si ce n'est pas une partie de l'une des 11 déjà trouvées. Il est possible que les restes aient été séparés. » Le médecin légiste examine le crâne sur place. Il le compare à la documentation des cas déjà découverts. Quelques heures plus tard, il conclut « Non,
C'est un cas distinct, une autre personne. Mais il y a un problème. Les autres restes ne sont pas là, seulement le crâne. Où est le reste? On l'ignore. Les experts médico-légaux continuent d'inspecter la cave. Ils vérifient chaque mètre carré. Ils ne trouvent rien d'autre. Ils montent au rez-de-chaussée, puis au premier étage. Ils vérifient le grenier. Le résultat est le même. Le chef prend la décision d'étendre la recherche sur le terrain. Il est possible que le reste soit enterré ailleurs. Le géoradar scanne à nouveau l'arrière-cour. Cette fois, il vérifie même les endroits où il n'y avait pas de signaux auparavant. Il creuse près du vieux cabanon, plus profondément que la première fois. Il trouve quelques os, mais l'expertise révèle que ce sont des animaux, pas humains. Il vérifie la cour avant, les côtés du terrain. Rien. Les autres restes de ce cas ne sont jamais retrouvés. Le médecin légiste rédige un rapport. Il indique que le crâne appartient à une femme, âgée de 30 à 40 ans. L'identification n'est possible que par les dossiers dentaires ou l'ADN, si du matériel génétique a été conservé. Les détectives reprennent toutes les déclarations de personnes disparues. Ils recherchent des correspondances. Il y a plusieurs candidates, des femmes qui ont disparu dans cette zone, mais dont les cas n'ont pas encore été liés à la maison de Sowell. Le décompte final change. Officiellement, 11 découvertes complètes, plus le crâne qui pourrait être la 12e victime. Mais sans les autres restes, il est difficile de le confirmer. La maison d'Imperial Avenue est officiellement classée comme un lieu de sépulture de masse, le plus grand de l'histoire de Cleveland, l'un des plus importants de l'histoire des États-Unis au cours des dernières décennies. Les experts médico-légaux scellent définitivement la maison. Aucun travaux supplémentaires ne sont prévus. Tout ce qui pouvait être trouvé a été trouvé. Tout ce qui pouvait être enregistré a été enregistré. Les autorités municipales discutent de ce qu'il faut faire de la maison. La démolir, la laisser. Les habitants du quartier exigent catégoriquement la démolition. Personne ne veut que ce bâtiment reste. Pendant ce temps, les familles des victimes se préparent aux funérailles. Les restes sont progressivement remis aux familles. Certains enterrent dans des cercueils scellés, d'autres choisissent la crémation. C'est la fin d'une longue attente, terriblement, mais définitivement. Les détectives et les profileurs recueillent tous les témoignages, preuves et indices. Ils reconstruisent le modus operandi d'Anthony Sowell. Comment tout s'est passé, du début à la fin. Le modus operandi est le même dans tous les cas. Sowell rencontrait des femmes dans la rue, généralement près des magasins, des bars, au coin de rue, des endroits où se tenaient des toxicomanes, cherchant des clients. Il s'approchait, engagé à la conversation. Il était poli, calme. Il proposait de boire un verre ensemble. Parfois, il offrait de l'argent pour leur compagnie. Les femmes acceptaient. Elles allaient chez lui, montaient au premier étage, dans le salon ou la chambre. Sowell leur servait du whisky ou de la bière. Elles buvaient, parlaient. Parfois, elles consommaient des drogues ensemble. Sowell gardait du crack spécialement pour cela. La femme se détendait. L'ivresse, l'effet de la drogue, la rendait vulnérable. Et c'est alors que Sowell changeait. Il devenait agressif. Il la saisissait par les bras, l'empêchait de bouger. La résistance ne faisait qu'intensifier ses actions. Il utilisait sa force physique, un ancien marine, de forte corpulence. Puis il prenait quelque chose à portée de main, un fil, une ceinture, une corde. Il l'enroulait autour du cou. Il serrait, il tenait jusqu'à ce que la femme perde connaissance, puis encore plus longtemps. La toundra Billups a décrit précisément cela, une rallonge autour du cou, le serrage, l'incapacité de respirer. Seule, elle a réussi à s'échapper au dernier moment. Ensuite, Sowell naissait les restes dans la maison. Au début, selon l'enquête, il tentait de les enterrer dans l'arrière-cour. Crystal Dozier, la première victime, était là, plusieurs autres aussi. Mais ensuite, il a arrêté. Il a commencé à les laisser simplement dans les pièces, dans les coins, sous des couvertures, dans des sacs poubelles. La chambre à l'étage, la cave, même le salon. La maison est devenue un lieu de stockage. Et voici ce qui stupéfie l'enquête. Sowell a continué à y vivre, chaque jour. Il dormait dans la même chambre où les restes gisaient dans un coin,
Il descendait à la cave, où il y avait encore 2 cas. Il cuisinait dans la cuisine, regardait la télévision, sortait sur le perron. Les psychologues expliquent que c'est un degré extrême de dissociation, la capacité de déconnecter la réaction émotionnelle à la situation. Sowell n'y voyait aucun problème. Pour lui, c'était devenu la norme. L'odeur qui persistait dans la rue pendant 2 ans jouait en sa faveur. Elle isolait la maison. Les voisins ne s'approchaient pas, ne venaient pas en visite. Les plaintes étaient envoyées aux services municipaux, mais personne ne vérifiait spécifiquement sa maison. Sowell a même organisé un barbecue dans l'arrière-cour à l'été 2008. Il a invité des voisins. Il a fait griller de la nourriture juste au-dessus de l'endroit où se trouvaient les sépultures. Les gens mangeaient, parlaient, partaient. Personne ne comprenait rien. Le profileur du FBI dresse un portrait psychologique final. Il indique « Sowell présente des signes de troubles de la personnalité antisociale, absence d'empathie, incapacité à ressentir de la culpabilité, comportement manipulateur. » Le choix des victimes est stratégique. Des femmes toxicomanes sans domicile fixe. Des personnes que le système considère comme de faible priorité. Les familles ne s'alarment pas immédiatement. La police ne lance pas de recherches actives. Cela a permis à Sowell d'agir pendant 2 ans, de mai 2007 à septembre 2009. 11 victimes, peut-être 12 si le crâne dans le seau est un cas distinct. Les détectives reconstituent la chronologie. La première, Crystal Dozier, mai 2007, puis une pause de plus d'1 an. En 2008, la fréquence augmente, 3 cas. En 2009, encore plus, presque chaque mois. Sowell prenait de l'ampleur, il devenait plus confiant, les risques ne l'arrêtaient pas, il continuait à sortir, à interagir avec les gens, à se signaler à la police en tant que délinquant enregistré. Il menait une double vie. Et seule l'évasion de Latundra Billups a tout arrêté. Elle a réussi à s'échapper, elle a réussi à en parler à la police. Son témoignage a déclenché l'enquête qui a tout révélé. Maintenant, l'image complète est reconstituée. L'enquête connaît le modus operandi, les motivations, la chronologie. Les 11 victimes sont identifiées. Les preuves sont recueillies. L'affaire est prête à être portée devant le tribunal. Les analystes du parquet établissent une chronologie détaillée. Ils prennent toutes les dates d'enlèvement établies. Ils les superposent au calendrier des visites de Sowell au poste de police. Et ils découvrent quelque chose qui choque même les détectives expérimentés. Mai 2007, Crystal Dozier disparaît. Juin 2007. Sowell se présente au poste, se signale comme délinquant enregistré. Il remplit un formulaire, confirme son adresse, signe. L'officier vérifie les documents, tout est en ordre. Sowell s'en va. À ce moment-là, les restes de Crystal se trouvent déjà chez lui, dans la cave ou dans l'arrière-cour. Sowell le sait. L'officier ne le sait pas. Juin 2008. Tishana Culpepper disparaît. Septembre 2008. Sowell est de nouveau au poste. Un signalement de routine. 3 mois se sont écoulés. L'officier est différent de celui de juin. Il vérifie la base de données, constate tout est propre, pas d'infraction. Sowell signe, s'en va. Il y a déjà 2 découvertes dans la maison d'Imperial Avenue. Peut-être 5. Août 2008. Leshonda Lang disparaît. Octobre 2008. Michelle Mason. Décembre 2008. Un autre signalement de Sowell au poste. L'officier pose les questions standards. L'adresse n'a pas changé? Non. Travaillez-vous quelque part? Je fais des petits boulots. Pas de problème? Non. Il y a déjà 4 cas dans la maison d'Imperial Avenue. Peut-être 5. Sowell remplit les formulaires, répond aux questions. Sa voix est calme, ses mains ne tremblent pas. Printemps 2009, la fréquence augmente. Janvier, Kim Smith. Mars, Nancy Cobbs. Avril, un autre cas. Juin, Diane Harris, la dernière victime identifiée. Et en juin 2009, Sowell se présente de nouveau pour le signalement. L'officier vérifie ses données dans le système. Il constate l'enregistrement est valide, l'adresse confirmée, les signalements réguliers. Aucun signal d'alarme. Sowell remercie. Sort. Dans sa maison,
gisent les restes de 11 femmes, certaines dans les pièces, d'autres enterrées. L'odeur est si forte dans la rue que les voisins se plaignent aux services municipaux. Mais la police ne le sait pas, parce que le système ne relie pas les différents départements. L'officier qui vérifie l'enregistrement des délinquants travaille selon son propre protocole. Les signalements de personnes disparues sont traités par un autre service. Les plaintes concernant l'odeur vont aux services communaux. 3 systèmes parallèles qui ne se croisent pas. Et voici le plus effrayant. Les détectives consultent les registres. Ils découvrent que l'officier s'est bien rendu 2 fois au 12205 Imperial Avenue. Non pas pour une fouille, il vérifiait simplement si Sowell vivait bien à l'adresse indiquée. La première fois, août 2008, l'officier se rend devant la maison, il voit une Chevrolet orange dans l'allée. Cela confirme que Sowell y vit. L'officier note dans le procès-verbal adresse confirmée. Il repart. Il ne sort pas de la voiture, ne frappe pas à la porte, n'entre pas. Il voit juste la voiture et s'en va. La deuxième fois, mai 2009. La même procédure. L'officier se rend sur place, voit la voiture, prend note. Adresse confirmée. Il repart. À ce moment-là, il y a déjà 9 ou 10 cas dans la maison. L'officier se trouve à quelques mètres de la porte d'entrée. Mais le protocole n'exige pas d'entrer à l'intérieur. Une confirmation visuelle que la personne réside à l'adresse est suffisante. Les procureurs dressent un tableau récapitulatif. À gauche, les dates des disparitions. À droite, les dates des visites de la police. Les lignes se croisent encore et encore. Le système fonctionnait formellement, mais pas efficacement. Cela devient une partie de l'accusation non seulement contre Sowell. C'est un motif d'enquête interne au sein de la police de Cleveland. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi les protocoles n'exigeaient-ils pas une inspection physique du lieu de résidence des délinquants enregistrés ? Le chef de la police, après l'affaire, initie une réforme. Désormais, la vérification d'adresse inclut une visite obligatoire à l'intérieur du logement, une discussion avec les voisins, une évaluation des conditions de vie, ce qui aurait dû être fait dès le début. Juin 2011, près de 2 ans après l'arrestation, le tribunal du comté de Cuyahoga, l'affaire de l'État de l'Ohio contre Anthony Sowell. L'accusation dépose 85 chefs d'accusation, 11 cas, pour chaque cas plusieurs articles, plus les accusations d'agression sur l'Atundra Billups qui a survécu, plus le stockage illégal de restes. La liste complète prend plusieurs pages. La défense, menée par l'avocat John Parker, choisit sa stratégie. Il déclare « Sowell est dément. Il n'était pas conscient de ses actes. Il a besoin d'un traitement psychiatrique, pas de prison. » Le tribunal ordonne une expertise. 3 psychiatres indépendants examinent Sowell. Ils effectuent des tests, des entretiens, analysent son comportement. 2 mois de travail. Les résultats arrivent en mars 2011. Les 3 experts rendent la même conclusion. Sowell est sain d'esprit. Il comprend la différence entre le bien et le mal. Il est capable de contrôler ses actions. Il peut être jugé. La défense tente de contester. Elle invite son propre expert. Celui-ci rend une autre conclusion. Il signale des signes de troubles de la personnalité. Mais le juge rejette. 3 contre 1. Sowell est déclaré apte à être jugé. Le procès commence en juin. La salle d'audience est bondée. Des journalistes, des proches des victimes, de simples habitants de Cleveland. Tous veulent voir comment cette affaire se terminera. Sowell est assis à la table de la défense. Il est vêtu d'un costume fourni par l'avocat. Son visage est calme. Il regarde droit devant lui. Aucune émotion. Le procureur Timothy McGuinty ouvre le procès. Il dit aux jurés « C'est une affaire de crime en série ». D'un homme qui, pendant 2 ans, a méthodiquement ôté la vie à des femmes vulnérables, de la façon dont le système n'a pas remarqué cela, et de la justice que nous devons restaurer. La défense répond « C'est l'affaire d'un homme malade, de quelqu'un qui a besoin d'aide, pas de punition ». Les jurés écoutent les 2 parties. La première témoin à prendre la parole est l'Atundra Billups,
Elle raconte ce qui s'est passé le 29 septembre 2009, comment elle a rencontré Sowell, comment il l'a invitée chez lui, ce qui s'est passé dans la maison, comment elle s'est échappée. Elle parle clairement, sans émotion excessive, mais lorsqu'elle décrit le moment du fil autour de son cou, sa voix tremble. Le procureur lui laisse le temps. Elle continue. Elle raconte comment elle s'est libérée et a couru dans la rue. La défense tente de discréditer le témoignage. Elle demande « Avez-vous consommé des drogues ce jour-là » La toundra confirme « Oui ». L'avocat demande « Auriez-vous pu mal interpréter la situation ?» La toundra le regarde. Elle dit « Je sais pertinemment qu'il a essayé de m'étrangler. Les marques sur mon cou ne mentent pas. » Le procureur montre des photos. Le cou de la toundra le lendemain de l'agression. Des marques rouges, des ecchymoses. Les jurés regardent attentivement. Les témoins suivants sont des voisins. Pamela Walker parle de l'odeur qui a persisté pendant 2 ans, de la façon dont Sowell se comportait habituellement, calme, poli. Personne ne se doutait de rien. Un autre voisin se souvient du barbecue de l'été 2008, comment Sowell faisait griller de la nourriture, offrait à manger aux gens. Tout semblait normal. Et puis, il s'est avéré que des sépultures se trouvaient juste sous leurs pieds. Le procureur montre des photos de la scène de crime. Il avertit les jurés, les images sont difficiles. Certains détournent le regard, d'autres regardent, les mâchoires serrées. La maison d'Imperial Avenue. Les pièces avec les restes, la cave, l'arrière-cour avec les fouilles. Tout est documenté, chaque détail. Le docteur Miller, médecin légiste, témoigne. Elle explique comment l'identification a été réalisée, comment les causes ont été établies. Strangulation dans 10 cas sur 11. Asphyxie mécanique. La défense tente de contester l'expertise. Elle demande « Pouvez-vous dire avec une certitude absolue que c'est bien la cause ?» Le docteur Miller répond « Compte tenu du degré de décomposition, oui, dans 10 cas. » La certitude est très élevée. Le procès dure 3 semaines. Témoin après témoin, preuve après preuve, le procureur construit méthodiquement l'affaire. Il montre l'ampleur, la systématicité, le sang-froid. La défense tente de semer le doute. Elle dit « Notre client est malade, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. » Mais les preuves sont rares. Les experts l'ont déjà déclaré sain d'esprit. Les proches des victimes témoignent de l'impact. Donna Lang raconte comment elle a cherché sa fille Leshanda pendant plus d'1 an, comment elle attendait un appel chaque jour, comment elle espérait, et comment elle a appris la vérité. Janelle Mason parle de sa mère Michelle, du fait que les petits-enfants ne reverront jamais leur grand-mère. Elle pleure dans la salle d'audience. Le juge annonce une suspension. Sowell reste immobile pendant tout ce temps. Il regarde la table. Il ne réagit pas au témoignage, même lorsque les proches pleurent. Les jurés se retirent pour délibérer le 22 juillet 2011. 3 jours de discussion. Le 24 juillet, ils rendent leur verdict. Coupable des 85 chefs d'accusation, sans exception. Le juge fixe l'audience de condamnation. Le procureur requiert la peine capitale. La défense demande la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Les jurés rendent une recommandation, la peine de mort. Le juge accepte. Août 2011. Anthony Sowell est condamné à la peine capitale par injection létale. Décembre 2011. Le procès est terminé, le verdict prononcé. La question demeure. Que faire de la maison du 122 005 Imperial Avenue? Le bâtiment est scellé depuis novembre 2009. Il est vide depuis plus de 2 ans. Les voisins exigent sa démolition. Plus de 1000 personnes signent une pétition. Personne ne veut que cet endroit reste. Les autorités municipales commandent une expertise. Des spécialistes évaluent la possibilité d'un traitement sanitaire, s'il est possible de nettoyer les locaux, de les désinfecter, puis d'utiliser le bâtiment pour quelque chose. La conclusion arrive 1 mois plus tard. Impossible. Le degré de contamination est trop élevé. Les matières biologiques se sont infiltrées dans les murs, les sols, les plafonds. L'odeur ne disparaît pas même après 2 ans. Aucun traitement chimique ne peut aider.
La seule option est une démolition complète. Janvier 2012. Des engins arrivent sur Imperial Avenue. Des bulldozers, des pelleteuses, des camions bennes. Des ouvriers ont combinaison de protection et masques. Il est demandé aux voisins de rester chez eux, de fermer les fenêtres. La démolition commence le matin. Un bulldozer percute un mur. La maison commence à s'effondrer. La structure de 2 étages, où ces événements se sont déroulés pendant 2 ans, se transforme en un tas de décombres en quelques heures. Les ouvriers chargent les décombres dans des camions bennes. Tout est transporté vers un site d'enfouissement spécialisé. Bois, briques, béton, tout est mis au rebut. Rien n'est laissé. Mais cela ne suffit pas. Les experts disent qu'il faut enlever la couche supérieure du sol. Il y avait des sépultures dans l'arrière-cour. Le sol est contaminé. Une pelleteuse enlève environ 1 mètre de terre sur tout le périmètre de la parcelle. La terre est également transportée vers le site d'enfouissement. Fin janvier, il ne reste qu'un terrain vague à l'emplacement de la maison. Une surface plane. Aucune trace du bâtiment qui se trouvait ici autrefois. Les autorités municipales décident que la parcelle restera vide. Elle ne sera ni vendue, ni construite. Juste un espace vide sur Imperial Avenue. Un mémorial sans monument. Les voisins approuvent. Pamela Walker déclare aux journalistes « C'est bien qu'il l'ait démoli. Chaque jour, en passant, nous nous en serions souvenus. Maintenant, au moins, c'est fini. » Mais l'affaire Anthony Sowell laisse des traces, non seulement sous la forme d'un terrain vague, elle change le système. Le département de police de Cleveland revoit ses protocoles de surveillance des délinquants enregistrés. Auparavant, une confirmation visuelle de l'adresse était suffisante. Désormais, les officiers sont tenus d'entrer dans les locaux, d'inspecter les conditions de vie, de parler aux voisins. Les vérifications sont effectuées plus fréquemment. Non pas 1 fois tous les 3 mois, mais 1 fois par mois. Si un officier remarque quelque chose de suspect, une odeur, un comportement étrange, des plaintes de voisins, un rapport est déposé. Une enquête plus approfondie est lancée. Le département des personnes disparues change également d'approche. Désormais, toutes les déclarations sont analysées de manière centralisée. Si plusieurs personnes ayant des caractéristiques similaires disparaissent dans un même quartier, c'est un signal d'alarme. L'affaire est automatiquement transmise aux détectives. Une base de données spéciale est créée. Elle relie les signalements de personnes disparues, les délinquants enregistrés, les plaintes des résidents. Un algorithme recherche les correspondances. Si une personne disparaît non loin de l'adresse d'un délinquant enregistré, le système émet une alerte. Ces changements sont mis en œuvre non seulement à Cleveland. Le FBI diffuse des recommandations à l'échelle nationale. L'affaire Sowell devient un exemple de la façon dont le système peut échouer et comment prévenir cela à l'avenir. Les proches des victimes créent un fonds commémoratif. Ils collectent des fonds pour aider les familles de personnes disparues. Ils organisent des groupes de soutien. Ils aident ceux qui traversent la même chose, l'attente, l'incertitude, la terrible vérité. Donna Lang devient l'une des activistes. Elle prend la parole lors de conférences, raconte l'histoire de sa fille Leshanda. Elle exhorte les autorités à ne pas ignorer les signalements de disparition, même s'il s'agit de toxicomanes ou de personnes sans domicile fixe. Chaque vie est importante. Quant à Anthony Sowell, il passe des années dans le couloir de la mort. La peine capitale en Ohio n'est pas exécutée rapidement. Les appels, les procédures judiciaires s'étirent sur des années. En février 2021, 10 ans après la condamnation, Sowell meurt à l'hôpital de la prison. Il avait 61 ans. La cause, une maladie en phase terminale. La sentence n'a jamais été exécutée. Les proches des victimes réagissent différemment. Certains disent « La justice a triomphé, il a passé le reste de sa vie en détention ». D'autres pensent « Il est parti trop facilement, il aurait dû attendre l'exécution de la peine ». Mais tous sont d'accord sur une chose. L'affaire est close. Une page est tournée. 11 femmes ont retrouvé leur nom. Leurs familles ont eu des réponses. Le système a changé pour que cela ne se reproduise plus.
Sur Imperial Avenue, le terrain est toujours un terrain vague. Parfois, des gens s'y rendent. Ils déposent des fleurs, des bougies. Il n'y a pas de mémorial officiel, mais le lieu est gardé en mémoire. C'est une partie de l'histoire de Cleveland, sombre, terrible, mais importante, car il ne faut pas oublier. Sinon, tout pourrait recommencer.